il est 8h30. Bretagne 5, l'invité du 7-9. Et ce matin, nous sommes en direct avec Olivier Alain, conseiller régional du groupe centriste, démocrate, progressiste et européen. Il siège également dans la commission climat, transition et biodiversité. C'est le groupe Nous la Bretagne et il est notre invité en direct ce matin. Il est venu jusqu'au micro de la matinale, je l'en remercie. Bonjour Olivier Alain. Bonjour. Alors Olivier Alain, il y a eu un lancement, le lancement de ce mouvement. Alors est-ce que c'est un mouvement ou un parti politique Territoire de Progrès ? Alors c'est un parti politique. C'est un parti politique, mais je crois que pour que nos auditeurs comprennent bien, il y a dans le monde et en France 4 tendances politiques. Il y a ceux d'abord qui ne croient pas en l'économie de marché. Il y avait le Parti communiste, historiquement, qui voulait mettre fin au capitalisme. Il y a la France insoumise, c'est ces deux tendances politiques qui ne croient pas en l'économie de marché. Il y a d'un autre côté des nationalistes qui veulent, représentés par le Front National ou le Rassemblement National, qui veulent mettre aux frontières, avoir des frontières qui se ferment. Il y a les libéraux, ceux qui font que confiance au marché, qui disent le marché, rien que le marché. Il y a les sociodémocrates. C'est quoi les sociodémocrates ? C'est ceux qui pensent que l'économie de marché est encore la moins mauvaise des solutions, mais qui veulent des correcteurs puissants, ça s'appelle aussi des progressistes, qui veulent des correcteurs puissants au sein de l'Union européenne, au sein de la France, même au sein des collectivités régionales, départementales, pour tendre vers plus de justice sociale, plus d'équité sociale, territoriale, environnementale. Et je suis un social-démocrate, voilà, parce que je pense que je suis très sensible à un développement harmonieux de la société. C'est un peu bateau de dire ça, mais à avoir de l'équité, je pense qu'il y a, c'est propre aussi un petit peu à la France, en tous les cas c'est dans mes gènes, et donc c'est pour ça que j'ai souhaité adhérer, et non seulement donc faire partie de ce mouvement qui est en gestation, qui est à l'initiative de Gilles Savary, ancien député socialiste du Sud-Ouest, de Nouvelle-Aquitaine, de Jean-Yves Le Drian, de Florence Parly, qui est ministre de la Défense, d'Olivier Véran, d'Emmanuel Vargon, également, ministre du Logement, on pourrait prendre Elisabeth Borne aussi, donc c'est des ministres qui sont visibles dans ce gouvernement et qui ont été à l'initiative de ce parti Territoire de Progrès, dont les fonds baptismaux ont été donc mis en place et le texte adopté ce week-end à Bordeaux. Alors, Olivier Alain, c'est un parti clairement proche de la majorité actuelle, du président de la République. Hier, le président de la République a lancé son plan France 2030, Horizon 2030, on pourrait le rebaptiser ainsi, avec beaucoup de propositions. Alors, une qui a quand même été beaucoup regardée, commentée, c'est le retour du nucléaire. Alors, est-ce que on abandonne l'énergie verte, l'énergie durable pour le nucléaire, ou est-ce qu'on va faire un mix des deux ? Il y a une grande question autour de ça. Non, pas du tout. Il s'agit d'abord, peut-être que vous auriez dû le dire, c'est aussi d'abord le développement de l'hydrogène. Oui, tout à fait. Qui est une énergie décarbonée, comme chacun le sait. Ceci étant, dans l'hydrogène, il faut que ce soit de l'hydrogène vert, parce qu'on peut le faire aussi avec de l'énergie fossile. Et le rendement est négatif. Il ne s'agit pas de développer, bien sûr, de l'hydrogène gris. Et l'hydrogène vert, c'est la première réponse pour la production d'hydrogène vert, c'est ce qu'on appelle les énergies alternantes, l'éolien, le photovoltaïque, qui des fois produisent quand il n'y a pas de besoin. Et le premier dispositif qui s'est monté, c'est en Vendée, de production d'hydrogène, accolé à des éoliennes. Chacun sait aussi que dans la production de centrales nucléaires, on a de l'énergie des fois qui est produite sans qu'il y ait des besoins, notamment la nuit ou à des moments de la journée. Et est-ce qu'une solution, je pose la question un peu conditionnelle, serait pas justement de se transformer cette énergie un peu perdue quelque part en hydrogène, donc pas uniquement avec des énergies alternantes. Donc, je prends l'exemple de l'éolien et du photovoltaïque, mais aussi peut-être avec du nucléaire. Donc, c'est vrai que c'est un vrai débat. En tous les cas, ce dont tout le monde s'accorde, c'est qu'il faut décarboner de façon urgente. Si on veut encore avoir une vie sur Terre qui est acceptable, il n'y en a pas 50 ans pour le faire. Donc moi je ne suis pas un pro-nucléaire spécialement, mais il y a une réflexion qui est engagée
au regard de l'urgence, et donc il faut rien s'interdire. Voilà, il faut essayer de trouver toutes les pistes finalement. Alors on a pointé du doigt, alors il faut aussi le dire pour les auditeurs, cette nucléarisation, permettez-moi le terme, mais on sait que pour produire de l'hydrogène, donc pour produire une énergie qui n'est pas polluante, qui n'est pas carbonée, il faut beaucoup d'électricité. Hein. Donc voilà, il faut aussi le préciser pour être vraiment clair. Alors il y a ce plan, Olivier Alain, plan ambitieux, on l'a dit, plan ambitieux. Est-ce que la France a perdu depuis quelques années ces horizons, ces plans ambitieux qu'on avait pu avoir dans les années 60 avec les plans qui étaient mis en place du temps du général de Gaulle ou du temps du président Pompidou? Est-ce qu'on a un peu oublié ces grandes aspirations pour la France? Je pense qu'il faut se fixer un horizon qui soit assez loin dans le temps pour voir des objectifs qui seront lisibles, réalisables. Quand, par exemple, rappelez-vous, Nicolas Hulot, quand il était au gouvernement, avait annoncé la fin des moteurs thermiques en 2040. Ben déjà, on sait qu'en 2035, il y aura probablement plus une voiture qui sortira de nos usines avec des moteurs thermiques. Donc, le fait d'avoir des plans qui fixent des caps, un horizon réaliste, fait que la dynamique est enclenchée et que tous les opérateurs économiques se mettent à la tâche parce qu'ils savent qu'il y a cet échéancier-là. Donc, il faut, quand on fait des plans, qu'ils soient d'une part réalisables. Mettre des plans à trop court terme et irréalistes ne font que discréditer quelquefois la parole publique. Donc, ces plans-là sont importants, ils fixent des grands caps et ils permettent à l'économie de s'adapter à ceux qui sont en responsabilité dans ces domaines-là, de s'adapter, mais aussi de prendre des orientations stratégiques. Et ça a manqué. Et probablement qu'on voit que la France s'est désindustrialisée petit à petit, depuis les années 80. On a quand même perdu quasiment 3 millions de salariés dans le secteur industriel. On a vu avec cette crise du Covid quand même que cette absence de souveraineté dans plein de domaines, elle est dramatique. On voit bien dans le secteur de l'automobile où il y a des voitures qui ne sont pas faites parce qu'on n'a plus de composants. Je crois de moins en moins à l'économie totalement linéaire, mais je crois de plus en plus à cette économie circulaire où on ne dépend pas du développement chinois ou de d'autres pays. Donc là, il y a une vraie prise de conscience. Il a fallu cette crise du Covid pour voir que cette globalisation, cette mondialisation effrénée, sans correcteur, et c'est encore, je disais tout à l'heure que j'étais un social-démocrate revendiqué et convaincu, je crois franchement qu'il faut que, au sein de l'Union européenne, on tende vers beaucoup plus d'autonomie, de souveraineté. C'est pas un gros mot, bien au contraire. On le voit bien avec le développement de l'automobile électrique. Regardez les publicités qu'on a tous les soirs. Quelles que soient les marques, c'est pour vanter le véhicule électrique. Il faudra être en capacité de produire des batteries. Il ne faudra pas être dépendant des Chinois. Je crois qu'il faut justement cette crise nous serve à rebondir sur cette souveraineté, au moins à l'échelle européenne et aussi à l'échelle française. Alors, on a taxé très souvent Emmanuel Macron d'être un président des riches dans les gazettes, ou encore d'être un ultra-libéral. Ce tournant aussi, c'est une façon de se rapprocher des Français qui l'ont jugé trop loin, Emmanuel Macron. Alors, c'est assez marrant parce que c'est vrai qu'il est dit régulièrement dans les médias que ce serait un président libéral ou de droite. Alors c'est complètement faux. Complètement faux. Qui, par exemple, a fait le reste à charge zéro ? Qui fait que quand des personnes d'un certain âge vont pour des prothèses auditives, pour des prothèses dentaires, pour tout ce qui est de la vue, des problèmes de vue, rien à payer. Qui a augmenté de 100 € la prime d'activité ? Je rappelle que la prime d'activité est donnée aux salariés modestes pour encourager le travail et avoir une différence entre le niveau de revenu entre ceux qui travaillent et ceux qui ne le font pas, 100 €. 100 €. Qui a fait le Ségur de la santé ? Le Ségur, 183 € de plus. C'était mérité, mais qui l'a fait ? Est-ce que ce sont des mesures de droite ou de gauche ? C'est Emmanuel Macron. Qui a supprimé la cotisation chômage qui permet à un salarié d'avoir un demi-mois de salaire en plus, de salaire net sur l'année, sans avoir un coût supplémentaire pour l'employeur. On pourrait multiplier les exemples. Le repas Crust à 1 €. On pourrait multiplier les exemples comme ça. Il y a eu des mesures sociales
inédite dans ce quinquennat. Inédite. Moi qui suis un social-démocrate, je le répète un peu, et qui pense qu'il faut des correcteurs puissants et qu'il faut être à côté des gens les plus modestes, des travailleurs, des gens qui ont besoin d'être aidés. Le quinquennat ici montre que le chef de l'État a été présent, concrètement. Alors les gens n'ont en mémoire que la suppression ou la quasi-suppression de l'ISF, mais il y a toutes ces mesures sociales. Il faut savoir aussi que dans la réduction d'impôts, quand même, retenez ce chiffre-là, on oublie tout ça, il y a eu 50 milliards de réduction d'impôts, donc 25 milliards pour les impôts de production, ce sont pour les entreprises, pour redonner de la compétitivité, mais aussi 25 milliards pour les particuliers. Si aujourd'hui, le pouvoir d'achat, il y a des statistiques qui sortent, a augmenté de près de 2%, c'est pas un hasard. Pas un hasard. Donc je crois qu'on ne peut pas qualifier de président des riches au regard de toutes ces mesures que je détaille ici un peu, puisqu'on arrive en fin de quinquennat et qui sont très concrètes, mais que des fois, on oublie. Alors, il y a aujourd'hui une crise sociale notoire. On voit beaucoup la précarité se faire jour. La crise, là encore, est passée par là et de multiples facteurs. Aujourd'hui, c'est l'énergie qui inquiète les Français. Aujourd'hui, des Français vivent dans la précarité énergétique, baissent le chauffage, ont froid chez eux parce que voilà, ils n'arrivent pas à payer leur électricité, leur gaz. Là, aujourd'hui, on voit que le diesel a explosé à plus de 1,55 le litre. 1,55 € le litre. Est-ce que là aussi, le président Macron et plus généralement le gouvernement va devoir, j'allais dire, un peu serrer le vent et prendre des mesures inédites ? Alors, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que si aujourd'hui l'énergie augmente, ce sont bien sûr des facteurs externes. Quand on voit le prix du gaz qui a augmenté de 25% en une journée, enfin, c'est des choses qu'on n'a jamais connues dans l'histoire de l'économie moderne, on va dire, où là, il faut remonter au choc pétrolier des années 73 pour voir de telles amplitudes. Et forcément que ça se traduit par des hausses à la pompe. Donc, le Premier ministre a pris un engagement avec des mesures fiscales, puisque, comme chacun sait, il y a des taxes sur l'énergie pour faire en sorte justement de contrôler le tarif à la pompe. Mais je rappelle aussi qu'il y a eu une augmentation très substantielle du chèque énergie. Il y a 6 millions de Français qui en bénéficient. Ça aussi, c'est une mesure de gauche et qu'il faut poursuivre, bien sûr, parce que on ne peut pas accepter que les citoyens les plus modestes doivent faire le choix entre l'alimentation ou le chauffage et qu'il faut, bien sûr, les aider. Mais j'insisterai sur les mesures aussi de prévention. Vous savez que dans ce plan de relance, doté de 100 milliards d'euros, il y a des mesures énormes qui sont faites sur ce qu'on appelle la prime rénov', pour justement aider nos concitoyens à revoir leur dispositif d'isolation de la maison, parce qu'il faut, non seulement il faut peut-être que l'énergie, bien sûr, n'augmente pas trop pour que ne pas amputer le pouvoir d'achat, notamment des gens les plus modestes, mais il faut surtout agir en amont sur ce qu'on appelle la précarité énergétique afin de pouvoir limiter les dépenses et du coup, quand on a besoin de peu d'énergie, si le prix monte, on est moins dépendant, ça nous coûtera moins cher à chacun. Donc il y a tout un plan autour justement du changement des chauffages à fioul, et on est bien concerné ici en plus en Bretagne pour mettre des pompes à chaleur, pour mettre du chauffage à bois, avec des aides qui peuvent aller jusqu'à 80% du coût. 80% du coût, sous condition de revenus. Vous me parliez tout à l'heure de mesures social-démocrates de gauche. Voilà encore une mesure. Quelqu'un qui a un couple avec 2 enfants, qui a un revenu, par exemple, inférieur à 40 000 € peut avoir jusqu'à 85% de prise en charge pour mettre une pompe à chaleur, pour remplacer, par exemple, son chauffage à fioul. Et donc, pour réduire de façon considérable le coût énergétique, l'investissement va être pris en charge à hauteur, je dis bien, de 85%. Donc, tout ça est soumis à condition de revenus pour aider les plus modestes d'entre nous, qui sont en précarité énergétique. Je crois que c'est la bonne méthode. C'est pas d'arroser et uniquement de réduire le prix de l'énergie, mais c'est d'anticiper, y compris pour des raisons bien évidemment climatiques et de réchauffement climatique, où il va falloir qu'on réduise énormément les dépendances au carbone, et notamment en matière de chauffage. Alors d'un point de vue plus politique, j'allais dire presque géopolitique, est-ce que là aussi il va falloir se reposer la question de l'énergie sur les marchés, puisque aujourd'hui il y a un marché de l'énergie, un marché du gaz évidemment il y a très longtemps, marché également de l'électricité, du kilowattheure,
gigawattheure qui devient très fluctuant, ce marché. Est-ce que, par exemple, lorsque la France va prendre la présidence de l'Europe en début d'année prochaine, est-ce que là aussi, il va peut-être falloir revoir les règles, taper un petit peu du poing sur la table, si j'ose dire, et essayer de, sinon contrôler, au moins raisonner ce marché? Oui, alors là, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je crois qu'il faut pas. Je l'imagine. Il faut être dans le domaine quand on voit, par exemple, que la Russie joue justement sur l'ouverture ou la fermeture du robinet, puisque donc, quand on parle de gaz, c'est l'approvisionnement vient essentiellement de la Russie. Chacun connaît la propension au chef de l'État de ce pays à vouloir jouer de tout ça, et donc je crois qu'il faut bien sûr qu'on diversifie nos sources énergétiques et qu'on travaille sur des productions plus autonomes. Et encore une fois, quand je vois le potentiel, par exemple, de l'éolien offshore. Bon, il y a un sujet un peu de polémique ici sur la baie de Saint-Brieuc. Oui, c'est assez chaud, comme l'on dit, sur la baie de Saint-Brieuc, l'éolien. Oui, mais retenez quand même, parce que l'éolien offshore a un avenir extraordinaire, parce qu'il est d'abord très compétitif. Il faut savoir que le dernier appel à projet, qui a été contractualisé, c'est en Hauts-de-France. Alors, c'est plus facile de mettre des éoliennes en Hauts-de-France que peut-être en Bretagne pour des raisons de géographie marine, puisque les fonds sont moins profonds. Il a été conclu à 44 € le mégawatt-heure. Retenez le chiffre de 44 € quand, par exemple, la méthanisation est à 220 € de l'heure. Le photovoltaïque mégawatt, le photovoltaïque aux alentours de 100, l'éolien terrestre un petit peu en dessous de 100. Donc on a des énergies renouvelables qui peuvent être très 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 compétitives. Alors je rappelle ici que en baie de Saint-Brieuc, le contrat a été passé à 150 €, 155 € exactement, mégawatt-heure. Donc c'est bien sûr un peu plus cher, c'est beaucoup plus cher que du photovoltaïque, mais il y a des circonstances de topographie qui font que ça coûte un peu plus cher. Est-ce que justement c'est sur la méthode, alors on va faire une petite parenthèse sur ce site éolien de Saint-Brieuc, au-delà de la polémique, est-ce que il aurait fallu le revoir, ce site? On parle beaucoup d'éoliennes aujourd'hui flottantes, de nouvelles technologies qui sont arrivées très vite. On rappelle quand même qu'il y a plus de 10 ans que ce site a été imaginé pour la baie de Saint-Brieuc. Est-ce qu'il fallait pas à un moment dire bon stop, on repose la question et on revoit la technique d'implantation de ce centre, et là peut-être qu'on essaie de mettre un peu tout le monde autour de la table, parce qu'on a vu que ça prenait depuis quelques jours d'ailleurs une tournure politique. Loïc Chenet-Girard, le président de la région Bretagne, s'est exprimé sur les réseaux sociaux, sur Twitter entre autres, pour dénoncer une collusion entre LR et le Rassemblement National en Bretagne qui tous les deux sont vent debout contre ce site offshore. Loïc Chenet-Girard a totalement raison de dénoncer les collusions un peu inadmissibles sur ce sujet. C'est vrai que ça a pris trop de temps, incontestablement. De 2010 à 2021, ça n'est toujours pas fait. Il y a eu de la concertation. Les pêcheurs ont été d'accord à un moment donné, mais des projets qui traînent trop longtemps dans le temps, génèrent ce que l'on connaît aujourd'hui. Et puis certains en rajoutent, en font une affaire politicienne. Je ne vais pas citer personne ici, mais je connais en off certains discours qui sont tenus, qui sont uniquement pour des raisons de politique politicienne. Et ça, c'est pas mon style. Je trouve ça un peu inadmissible. On ne doit pas avoir envie qu'elle se fasse et dire le contraire publiquement, parce que on pourrait en tirer des royalties sur le plan électoral. Je crois qu'il faut de toute façon qu'on passe à de l'énergie décarbonée. L'éolien en fait partie. Alors peut-être qu'il a été négocié à des prix peut-être trop élevés, mais comme ça, à un moment où la négociation s'est faite, je me rappelle, le prix avait été annoncé à la baisse déjà avec le chef de l'État, donc en 2018. Mais il y a des coûts aussi qui sont assez inhérents à la profondeur marine. Mais en tous les cas, ce qu'il y a de certain pour ce projet-là, c'est qu'il a mis beaucoup trop de temps et qu'on en arrive à des situations de polémique et qu'on peut que regretter. Mais il faut trouver des solutions. C'est facile de dénoncer tout le temps. Il faut trouver des solutions. Cela en fait partie. Je rappelle quand même que quand elles seront faites, si elles sont faites, parce qu'on peut quand même se poser la question maintenant, c'est l'équivalent
en besoin électrique de 850 000 habitants, c'est-à-dire plus que les Côtes d'Armor, donc ça n'est pas rien avec 62 éoliennes. Alors certains sont contre pour des intérêts tout à fait personnels, hein, parce qu'ils sont pas très loin de là, parce que ça cache leur vue, tout ça. Donc il faut être raisonnable dans cette affaire-là. Il faut être raisonnable, on peut pas vouloir tout et son contraire. Je crois que ce qui doit compter, c'est le rapport bénéfice et coût. Quand je dis bénéfice, c'est pas en monnaie sonnante et trébuchante pour les acteurs, c'est bénéfice aussi écologique, en termes de biodiversité et en s'inscrivant dans l'avenir. Je parle bien de ces bénéfices-là et pas des bénéfices capitalistiques pour des sociétés. Et cette énergie éolienne, et notamment offshore, au regard de ce qui s'est contractualisé récemment en Haute-France, sont incontestablement des techniques d'avenir parce qu'elles sont pas chères et qu'on a une production assez régulière d'électricité. Alors plus aussi, il faut reconnaître qu'avec le photovoltaïque qui, la nuit, ne produit pas. Alors, on va quitter la baie de Saint-Brieuc, on va revenir à un discours national. Hein, je le disais à l'instant, enfin en tout cas en commençant cet entretien, Olivier Alain, Territoire de progrès, c'est donc un parti politique qui se monte, qui soutient Emmanuel Macron, il n'y a pas de doute sur la question. On est à l'orée de ces élections présidentielles, de cette élection présidentielle et de ces élections, puisqu'il y aura aussi les législatives hein, quasiment dans la foulée. Emmanuel Macron est chahuté, mais reste malgré tout assez bien placé dans les sondages. Mais voilà, cette année, comme rien ne peut être comme d'habitude, décidément, en cette période, on a vu que l'extrême droite se plaçait, là encore, face à Emmanuel Macron. La droite n'est pas très loin non plus. Et puis, il y a eu l'arrivée, on en parle assez régulièrement sur cette antenne, de M. Zemmour, qui n'est pas candidat, peut-être pas, peut-être le sera-t-il. On parle du mois de novembre. Alors, on va attendre, wait and see, comme disent nos confrères britanniques. Est-ce que ça bouleverse, j'allais dire, l'ordre établi d'une campagne électorale? Est-ce que ça amène aussi un questionnement? On a vu que le président de la République, sur certaines questions de sécurité, on a vu aussi d'immigration, avait montré une certaine fermeté ces temps derniers. Est-ce que c'est lié à ce contexte ou est-ce que c'était quelque chose de naturel et de prévu? Alors déjà, dans votre intervention, vous avez dit tout à l'heure qu'il soutient le président de la République. Tout à fait, mais pas de façon comme un fan, mais bien pour des raisons, comme je l'énumérais tout à l'heure, de mesures très social-démocrates, hein, les en même temps, hein, de faire en sorte que notre pays soit de plus en plus attractif sur le plan économique. Je rappelle que le chômage, quand même, est en train d'être au même niveau que 2008. Et que quand on traduit des projections, sauf accident qu'il peut y avoir en matière économique encore qui bouleverserait les choses, dans les 6 mois qui viennent, dans les prévisions qui sont faites, on pourrait descendre à un taux de chômage qui soit celui de 1982. Donc assez exceptionnel, mais parce que la conjoncture mondiale est bonne aussi, mais la France est devenue plus attractive pour les investisseurs étrangers. Et donc, tout ça fait que je pense qu'il faut que le chef de l'État soit réélu parce que on a, malgré les crises du Covid, crise sanitaire, malgré les gilets jaunes, il y a un bilan qui est très positif. Donc, franchement, on s'inscrit dans cette continuité-là et que ce n'est pas, on n'a pas honte du bilan. Vous avez parlé de l'émergence de nouveaux venus un peu de nulle part. Hein. On parle d'Éric Zemmour et avec un discours que je ne qualifierai pas ici parce que les mots ne suffisent pas et chacun peut imaginer que nous sommes aux antipodes de ce genre de discours et moi, bien sûr, à titre personnel également. On est à 6 mois du premier tour. L'eau peut couler sous les ponts. Est-ce qu'il sera candidat ou pas? Personne n'en sait rien. Est-ce qu'il peut s'effondrer? Je crois qu'il faut être très modeste en la matière. Les sondages ont montré à de nombreuses reprises, que ce soit aux États-Unis, en France ou ailleurs, le côté versatile peut-être aussi hein, des électeurs en fonction de la participation, en fonction de l'émergence de nouveaux candidats et des événements qui se passent dans les derniers jours. Donc je crois que moi je vais pas tirer de plan sur la comète hein, de ce côté-là. Tout
tout simplement. On a une France, allez, il nous reste 2 petites minutes, on a une France très divisée aujourd'hui qui défie finalement les journalistes, qui défie les hommes, les femmes politiques. Il y a un fossé qui s'est creusé, il y a un creuset aussi de gens qui l'ont creusé, ce fossé, si on veut aller par là, quand on voit les réseaux sociaux, cette haine aujourd'hui qui se déchaîne vis-à-vis de ce qu'on a qualifié d'élite. Est-ce qu'il va falloir très vite rassembler la France, ramener les gens à la politique, pourquoi pas? On voit les jeunes qui s'intéressent beaucoup à la politique aujourd'hui, ou en tout cas s'investissent dans des causes précises. Est-ce qu'il va falloir faire très vite sur ces 6 mois pour, allez, j'allais dire, mettre un petit pansement sur tous les bobos de la France? Vous avez totalement raison. Si vous aviez la solution, je suis preneur tout de suite. Je ne l'ai pas, hélas. Je crois qu'il faut qu'on trouve le chemin de la concorde, indispensable. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux, les théories complotistes n'ont jamais été autant à l'œuvre. Et on perd de la raison quand on voit certains propos qui sont tenus, même quand vous interrogez dans la rue et des affirmations abracadabrantesques, et nos concitoyens qui le disent, je l'ai vu dans les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, on donne autant d'importance, j'ai envie de dire, à un prix Nobel par les réseaux sociaux qu'un, j'ai envie de dire, de quelqu'un qui est capable de dire de grosses bêtises. Donc faut faire avec. La tâche est immense. Je crois que c'est partout dans le monde où la violence du propos, où il n'y a plus tant de respect qu'il y a pu avoir auparavant, alors à l'égard des élites, mais à l'égard des journalistes. Voilà, moi je le regrette, je le déplore. C'est une tâche à laquelle les hommes politiques devront aussi œuvrer, et ne pas être aussi mesuré et être capable d'expliquer. Mais les choses sont tellement complexes que on a tendance à aller à faire des raccourcis, et donc ça ne fait quelque part que rajouter à l'incompréhension quelque part. Mais il est bon, comme ici, ce matin à cette radio, de rappeler ce qui est fait et d'être honnête dans le propos quelque part, quand ça va pas ou quand on n'est pas satisfait de le dire, mais de rappeler aussi des mesures qui ont pu donc corriger quelque chose qui me tient à cœur, ces inégalités, et d'essayer de bien dépenser aussi l'argent public avec justice. En tous les cas, dans les modestes fonctions que sont les miennes, c'est toujours quelque chose qui m'anime. Et c'est là-dessus que l'on va se quitter. Olivier Alain, il est déjà 8h57. Je rappelle que vous êtes conseiller régional dans le groupe centriste, démocrate, progressiste et européen. Vous siégez à la commission climat, transition et biodiversité au Conseil régional de Bretagne. Et vous êtes également... alors, vous êtes quoi? Vous êtes responsable des Côtes-d'Armor pour le... Tout à fait, je suis responsable départemental de Territoire de Progrès. Voilà, donc groupe politique, parti politique qui arrive en soutien à la candidature, peut-être, là aussi, d'Emmanuel Macron. Complètement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct ce matin et très belle journée. Merci à vous. Bretagne 5 matin, le 7-9, Stéphane Hamon.